Gruo d'Igname, un conte de Akutagawa Ryunosuke, lecture par Christophe Tabar. L'histoire se serait passée vers la fin de l'ère de Gangyo, ou au début de celle de Nina. D'ailleurs, la date importe peu. Tout ce que les lecteurs doivent savoir, c'est que cette histoire s'est déroulée dans un lointain passé, à l'époque du Heian. En ce temps-là, parmi les gens qui servaient le régent Fujiwara Mototsune, il y avait un officier du 5e rang, Goi, nommé X. L'auteur remplacerait volontiers ce titre anonyme par un nom. Malheureusement, l'ancienne chronique, silencieuse sur ce point, lui en a refusé la chance. Peut-être était-il en effet si insignifiant qu'il ne méritait pas d'être mentionné. Les auteurs des chroniques anciennes ne semblent pas s'être particulièrement intéressés au sort et aux actes d'un homme sans éclat. À ce propos, l'écart n'est pas négligeable entre eux et nos écrivains naturalistes. Les chroniqueurs de l'époque du règne impérial, Heian, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'étaient pas des gens désœuvrés. Bref, dans l'entourage du régent Fujiwara Mototsune, il y avait un officier du 5e rang, Goi, nommé X, qui est le héros de notre histoire. Goi n'avait aucune prestance. Tout d'abord, il était petit, le bout du nez rouge, le coin externe des paupières affaissé, et, bien entendu, il avait une moustache clairsemée. Ses joues décharnées faisaient ressortir son menton extraordinairement pointu. Quant aux lèvres, l'énumération serait sans fin. Son allure avait quelque chose d'étrange, et, par-dessus le marché, il était peu soigneux de sa personne. Quand et comment cet homme en était-il venu à entrer au service de Mototsune? Cela, nul ne le savait. Depuis déjà longtemps, vêtu de son éternelle cotte de soie fanée et coiffé de son habituel chapeau cabossé, il remplissait chaque jour sans se lasser les mêmes fonctions. En le voyant, personne ne pouvait imaginer ce qu'il avait été dans sa jeunesse. Goi avait dépassé la quarantaine. En revanche, on avait l'impression que, dès sa naissance, son nez rouge à l'air frileux et sa maigre moustache s'étaient trouvés exposés au vent qui balayait l'avenue Suzaku. Et de cela, tous, inconsciemment, depuis le maître Mototsune jusqu'au petit vacher, en étaient profondément convaincus. Peut-être est-il superflu de dire de quelle manière les gens de son entourage traitaient un homme d'une telle apparence. Les officiers de la salle des gardes ne lui prêtaient guère plus d'attention qu'à une mouche. Même ses subalternes, titrés ou non, qui étaient une vingtaine, se montraient totalement indifférents à ses allées et venues. Un ordre de Goi n'avait jamais fait cesser leur conciliabule. À leurs yeux, la présence de Goi ne paraissait pas constituer quelque chose de plus tangible que l'air qui les environnait. Ses subalternes se comportant de la sorte, il va de soi que les officiers supérieurs, tels que l'intendant ou le gouverneur, le négligeaient complètement. Quand il demandait un service à Goi, il se contentait d'ébaucher un geste, sans mot dire, avec ce visage froid qui cachait la méchanceté presque puérile et vide de sens que sa seule présence suscitait. Dans une société, la parole a un rôle irremplaçable. Leurs gestes ne suffisaient pas toujours à communiquer leurs sentiments, mais ils imputaient cela à quelques lacunes des facultés intellectuelles de Goi. En conséquence, quand le service rendu n'était pas satisfaisant, il le toisait de haut en bas, de bas en haut, du sommet de son chapeau cabossé au talon de ses sandales éculées, et, en ricanant, se détournait brusquement. Ce qui, cependant, n'arrivait jamais à émouvoir Goi qui ne parvenait pas à ressentir l'injustice comme une injustice, tant il était timide et débonnaire. Quant aux officiers, ses pairs, ils le bafouaient sans se gêner. Si les anciens prenaient son allure pitoyable comme sujet de plaisanterie éprouvée, ceux qui étaient plus jeunes en profitaient pour s'exercer à des improvisations sarcastiques. Ils n'arrêtaient, en sa présence, de s'amuser, discutant de son nez, de sa moustache, de son chapeau et de sa cotte. Ce n'est pas tout. Sa femme, aux lèvres lipues, qu'il avait quittée 5 ou 6 ans auparavant, et un moine ivrogne qui passait pour avoir eu avec elle d'étroites relations, alimentaient leur conversation. Il arrivait même parfois que leurs plaisanteries devinssent extrêmement méchantes.
Impossible de les énumérer tous. Disons entre autres qu'ils burent le saké de son bidon de bambou et le remplirent d'urine. Ce seul fait permet d'imaginer le reste. Mais Goy restait insensible à toutes ces méchancetés. Du moins, aux yeux des autres, il en avait l'air. Devant toute injure, son visage restait placide. Caressant sans rien dire son étrange moustache, il gardait son calme et se contentait d'accomplir son devoir. Bien qu'il arrivât parfois que les plaisanteries de ses égaux dépassassent les limites, n'attachait-il pas des morceaux de papier à son chignon? Ne nouait-il pas une sandale à la gaine de son sabre? Goy, ébauchant son sourire habituel, dont on ne savait plus s'il était gai ou triste, disait simplement « Vous êtes méchant ». Un mouvement de pitié s'emparait quelques instants de tous ceux qui regardaient son visage et entendaient sa voix. Ce n'était pas seulement Goy au nez rouge qui était l'objet de leur persécution, mais à travers lui, ceux qu'ils ne connaissaient pas, dont la voix et le visage de Goy représentaient le type, leur reprochaient la dureté de leur cœur. Une certaine pitié, bien qu'indistincte et éphémère, remuait ceux qui le tourmentaient. Très rares cependant furent ceux qui persistèrent dans ce sentiment. Parmi eux, il y eut un simple officier. Venu de la province de Tamba, c'était un jeune homme sous le nez duquel une tendre moustache commençait à peine à pousser. Au début, comme tout le monde, sans raison particulière, il méprisa Goy au nez rouge. Mais un jour il entendit Goy dire « Vous êtes méchant ». À ces mots, pénétra en lui une émotion qui ne le quitta plus. Dès lors pour lui, Goy devint un autre homme, car il reconnut sous le pauvre visage souffreteux et blafard un homme persécuté et comme écrasé par ses semblables. Chaque fois que cet officier pensait à Goy, il lui semblait que la vulgarité essentielle de tout ce qui existe dans le monde surgissait brusquement. En même temps, il avait l'impression que le nez rouge et tout Jersey, ainsi que la moustache clairsemée de Goy, lui communiquaient un certain soulagement qu'il lui était difficile d'analyser. Or, cet officier était le seul à éprouver ce sentiment. À cette seule exception près, Goy devait continuer sa vie aussi peu enviable que celle d'un chien, en butte au mépris de son entourage. C'est qu'il ne possédait même pas d'habits convenables. Il n'avait qu'une cotte bleu foncé et une jupe de même couleur, toutes deux décolorées à tel point qu'on ne pouvait dire si elles avaient été bleu marine ou bleu violet. La cotte n'était tout de même pas trop abîmée. Si les épaules étaient un peu affaissées, les tresses en rond et les nœuds d'arrêt en forme de chrysanthème étaient simplement décolorés. On ne pouvait en dire autant de la jupe dont les pans étaient particulièrement usés. À la vue des jambes maigres qui sortaient directement de sa jupe, la robe de dessous faisant défaut, ses collègues malveillants n'étaient pas les seuls à avoir la triste impression de voir marcher un bœuf décharné, attelé au char d'un seigneur miséreux. Le sabre, lui aussi, qu'il portait sur la hanche, était de qualité médiocre. Les métaux de la poignée étaient communs, la laque de la gaine noire et raflée. Ainsi accoutré, il marchait à petits pas, le nez toujours rouge, traînant ses sandales, courbant sous le ciel froid son dos déjà voûté, jetant à droite et à gauche des regards d'envie. On comprend bien le mépris que même un colporteur qui passait par hasard pouvait ressentir à sa vue. En voici un exemple. Un jour, voulant aller vers le jardin des sources sacrées, Goy passa par la porte Sanjobo. Là, il aperçut, au bord du chemin, 6 ou 7 enfants absorbés dans un jeu. « Font-ils tourner des toupies ?» se demanda Goy en regardant par-dessus leur dos. Ils étaient en train de battre et de torturer un caniche égaré au cou duquel ils avaient attaché une corde. Goy, de nature timide, n'avait jamais manifesté, par crainte de mécontenter les autres, la sympathie qu'il éprouvait à l'égard de quelqu'un. Mais cette fois, comme il avait affaire à des enfants, cela lui donna un peu de courage. S'efforçant de prendre un visage souriant, il frappa sur l'épaule de l'enfant qui lui semblait le plus âgé et dit « Ça suffit, lâchez-le. Un chien souffre autant que nous. » L'enfant se retourna et toisa Goy d'un regard plein de mépris, levé vers lui avec cette expression qu'avait l'intendant lorsqu'il n'arrivait pas à se faire comprendre.
Ça te regarde » bougonna l'enfant en reculant d'un pas et en retroussant ses lèvres méprisantes. Et il ajouta « Espèce de nez rouge !» Il sembla que ce mot frappait Goy en plein visage, ce qui ne signifiait cependant pas qu'il ait été exaspéré par cette méchante parole, mais qu'il était découragé par l'inutilité de son intervention, qui ne lui apportait autre chose que de la honte. Cachant sa confusion derrière un pauvre sourire, il reprit, sans mot dire, le chemin du jardin des sources sacrées. Derrière lui, 7 ou 8 enfants, serrant leurs épaules les unes contre les autres, gonflèrent leurs joues et lui tirèrent la langue. Goy ne le savait pas, naturellement. Même s'il l'avait su, qu'est-ce que cela aurait changé pour ce malheureux? Il ne serait pourtant pas exact d'en conclure que notre personnage vint au monde sans autre espoir que d'être un objet de mépris. Depuis 5 ou 6 ans, Goy était étrangement attiré par le gruau d'igname. C'est une bouillie de riz préparée avec des morceaux d'igname dans du jus de cannelle. À cette époque, ce plat était considéré comme le mets le plus délicat que l'on pût servir même sur la table de l'empereur. Ce n'était donc qu'une fois par an et à l'occasion d'une fête exceptionnelle qu'un homme comme Goy pouvait en manger. Et même en une telle circonstance, il en obtenait si peu qu'à peine s'il pouvait en humecter ses lèvres. C'est pourquoi, depuis fort longtemps, il avait un désir unique, se rassasier de gruau d'igname. Bien sûr, il ne s'en était ouvert à personne. Lui-même n'avait pas, semblait-il, une nette conscience qu'il s'agit là du but de sa vie. Mais il n'empêche qu'il ne vivait que dans ce but. Il arrive parfois qu'un homme consacre sa vie entière à un désir qu'il ne pourra peut-être jamais réaliser. Celui qui se moque d'une telle illusion ne connaît rien à la vie. Cependant, Goy vit son rêve de manger de la bouillie jusqu'à satiété se réaliser plus facilement qu'il ne s'y attendait. Raconter comment, c'est la raison de cette histoire. Voici ce qui se passa le 2e jour de la première lune d'une certaine année, lorsque Mototsune organisa à sa résidence la réception dite exceptionnelle. On appelait réception exceptionnelle le banquet que la famille régente donnait aux ministres et très hauts fonctionnaires le même jour que le grand banquet organisé, celui-ci, par l'impératrice et le prince héritier. Ces 2 banquets, en leur genre, n'étaient pas particulièrement différents l'un de l'autre. Goy, avec les autres officiers, eut l'honneur de partager les reliefs. À cette époque, la distribution publique des restes du banquet n'était pas en usage, et les officiers en service avaient coutume de se réunir dans une salle pour les manger. On disait « réception exceptionnelle ». Mais dans ce lointain passé, malgré le nombre de mets, il n'y avait pas grand-chose. On servait entre autres de la pâte de riz, nature, et cuite à l'huile, des ormiers chauffés au bain-marie, des oiseaux séchés, des perches d'uji, des carassins d'ohumi, des filets de brème de mer séchés, des saumons farcis avec leurs œufs, des poulpes grillées, des langoustes, du grand cédrat et du petit cédrat, des fruits de citronnier nobles, des kakis séchés à la broche. Il faut noter que le gruau en question faisait partie du menu. Chaque année, Goy attendait avec impatience cette occasion. Cependant, le nombre de participants réduisait d'autant sa part. Cette année-là, notamment, elle fut particulièrement mince. Et l'imagination aidant sans doute, le goût lui sembla meilleur que d'ordinaire. Après avoir contemplé d'un air extasié le bol qu'il venait de vider, tout en nettoyant de sa main les gouttes accrochées à sa moustache clairsemée, il soupira, sans aucune intention de s'adresser à quelqu'un en particulier. « Mais quand pourrais-je m'en rassasier ?»« Dites, est-il donc vrai que vous ne vous êtes jamais rassasié de gruau d'igname ?» railla un convive avant même que Goy eût achevé son exclamation. C'était une voix grave, généreuse, digne d'un guerrier. Goy, le dos toujours courbé, redressa la tête et jeta un regard timide vers l'homme. C'était Fujiwara Toshihito, fils de Tokinaga, ministre de l'Intérieur. Vers cette époque, Toshihito était un des fidèles de Mototsune. Tout en grignotant des châtaignes chaudes,
il buvait coupe sur coupe d'un alcool noir. Il paraissait déjà assez ivre. « Je vous plains, continua Toshihito, en regardant Goy qui leva la tête, et d'une voix où la pitié se mêlait au mépris. « Si vous le voulez, je me chargerai de vous rassasier. » Le chien habitué au coup n'ose pas s'approcher du morceau de viande qu'on lui jette rarement. Goy, ébauchant son habituel sourire, dont on ne pouvait dire s'il était heureux ou triste, regarda tour à tour le visage de Toshihito et le bol vide, sans répondre. « Vous n'en voulez peut-être pas ? » ?»« Alors, quoi ?» Goy commençait à sentir le regard des gens se concentrer sur lui. Une réponse mal placée susciterait cette fois encore la risée générale. Peut-être même se moquerait-on de lui quoi qu'il dît. Il hésita. Goy aurait continué à promener son regard du bol de Toshihito et de Toshihito au bol si son interlocuteur ne lui avait dit, un peu agacé, « Si vous n'en voulez pas, je n'insisterai pas. » Goy, entendant cela, répondit précipitamment, « Eh bien, oui, j'accepte très volontiers. » Tous ceux qui assistaient à cet échange de propos partirent d'un grand éclat de rire. Il y en eut même qui répétèrent sa réponse. « J'accepte très volontiers !» Par-dessus les corbeilles et les larges coupes à pied chargées de fruits multicolores, le rire des convives ébranla, quelques instants, comme des vagues, les nombreux chapeaux souples ou empesés. Entre autres, Toshihito, de bonne humeur, s'esclaffa bruyamment. « Alors on vous invitera sous peu, fit-il. Et ce disant, il esquissa une petite grimace. Le rire qui montait et l'alcool qu'il venait d'avaler s'étant rencontrés dans sa gorge. « Je peux donc compter sur vous, insista-t-il. « J'accepte très volontiers, reprit l'autre, rougissant et bégayant. Il va sans dire que cette réponse souleva de nouveau un éclat de rire général. Toshihito lui-même, qui avait insisté en vue de cet effet, s'écroula, secouant ses larges épaules plus fortement qu'il venait de le faire. Ces sauvages du Nord ne connaissaient que deux manières de vivre, boire de l'alcool et rire. Heureusement, la conversation prit un autre tour. Cela pouvait bien être dû au fait que les autres convives n'aimaient pas à faire de Goy le centre de l'attention générale, même pour se moquer de lui. De toute manière, l'entretien sautait d'un sujet à l'autre, et au moment où les provisions d'alcool et de mets touchaient à leur fin, l'attention de toute l'assistance fut absorbée par l'histoire d'un élève officier qui, voulant monter à cheval, mit les deux jambes dans le même trou de sa culotte de cuir. Mais Goy paraissait devenu sourd à toutes ces histoires. Peut-être les deux caractères « imo gayu » gruau d'igname occupaient-ils toute sa pensée. Le faisant rôti, servi sous ses yeux, ne tentait pas ses baguettes. La coupe d'alcool noir laissait ses lèvres indifférentes. Les mains sur ses genoux, rougissant naïvement jusqu'à ses tempes, déjà envahies de neige, comme une jeune fille qui rencontre pour la première fois son fiancé, il n'en finissait pas de regarder avec son sourire niais son bol vide laqué de noir. 4 ou 5 jours plus tard, un matin, 2 hommes à cheval allaient lentement sur la route de la porte d'Awata, le long de la Kamo. L'un d'eux, vêtu d'une robe de chasse bleu foncé et d'une jupe de la même couleur, un petit sabre sur la hanche, était un homme à la barbe noire et aux tempes bien rasées. L'autre était un officier quadragénaire, vêtu d'une misérable cotte bleu clair, doublée d'une mince robe d'ouate. La ceinture négligemment nouée, le nez rouge laissant tomber quelque humeur, toute sa personne exprimait la pauvreté. Mais leurs chevaux de 3 ans, l'un roux, l'autre rouan, étaient de si belles montures que les marchands et les officiers qu'ils rencontraient se retournaient sur leur passage. Les 2 hommes qui les suivaient à pas précipités pour ne pas être distancés devaient être un serviteur et un garçon d'écurie. Il serait superflu de dire qu'il s'agissait là de Toshihito, de Goy et de leur suite. Malgré la saison d'hiver, il faisait beau. Pas un souffle de vent ne venait troubler les feuilles mortes d'armoise hérissées au bord du cours d'eau qui murmurait, dans son lit, parmi les pierres blanchies. Les branches effeuillées de petits saules bordant la rivière chatoyaient sous la lumière du soleil si limpide que même la queue d'une bergeronnette haut perchée jetait son ombre nette et mouvante sur la route.
C'était certainement le mont Hiei qui, par-dessus le vert foncé du mont Higashi, dressait en une ample courbe son épaule garnie de mousse brûlée par le givre. Sur le fond de ce paysage, les deux hommes, assis sur leur selle dont les incrustations en coquillages scintillaient aux rayons du soleil, se dirigeaient tranquillement, sans fouetter leur monture, vers la porte d'Awata. « Eh bien, où voulez-vous me conduire » dit Goy, tirant sur les rênes que ses mains n'avaient pas l'habitude de manier. « Là-bas, pas très loin. Ne vous inquiétez pas. » « Est-ce donc près de la porte d'Awata ?»« Vous y êtes presque. » Ce matin-là, quand Toshihito avait invité Goy à partir, il lui avait dit qu'il se rendrait près du mont Higashi, à un endroit où jaillissaient des sources chaudes. Goy, au nez rouge, avait pris cela au sérieux. Son corps, longtemps privé de bain, le démangeait depuis quelques jours. Manger du gruau d'igname et prendre un bain par-dessus le marché. Quelle aubaine! C'est dans cet espoir qu'il avait enfourché le cheval rouan que Toshihito lui avait fait amener. Mais bien qu'ils fussent arrivés à l'endroit en question, Toshihito ne paraissait pas vouloir s'arrêter. Et voici qu'il dépassait la porte d'Awata. « Nous ne nous arrêtons donc pas à la porte d'Awata » dit Goy. « Non, mais un peu plus loin. » Toshihito, un léger sourire aux lèvres, se détourna de Goy et fit avancer calmement son cheval. Les maisons qui bordaient la route devenaient de plus en plus rares, et on ne voyait plus sur les vastes rizières de l'hiver que des corbeaux en quête de nourriture. La neige, à l'ombre des montagnes, se confondant avec la brume lointaine, s'estompait en fumée bleue. Les branches épineuses, toutes raides, d'une sérine qui pointait vers le ciel serein, faisaient frissonner ceux qui les voyaient. « Est-ce à Yamashina que nous allons ?» demanda Goy. « Nous sommes déjà à Yamashina. Nous allons un peu plus loin. » Ils dépassaient en effet Yamashina. Que dis-je? Tout en devisant ainsi, ils laissaient déjà Sekiyama derrière eux. Enfin, peu après midi, ils arrivèrent devant le temple Mii, où habitait un moine que Toshihito connaissait depuis longtemps. Ils lui rendirent visite et furent retenus à déjeuner. Puis, en hâte, ils enfourchèrent leurs montures et continuèrent leur route. Le chemin sur lequel ils s'engageaient devenait désert, et c'était une époque d'insécurité, les brigands sévissant partout. Goy, son dos déjà voûté encore plus courbé, levant un regard interrogateur vers le visage de Toshihito, demanda « On continue encore ainsi ?» Toshihito ébaucha un sourire. C'était le sourire que l'enfant adresse à l'adulte quand son espièglerie va être découverte. Les plis qui se formèrent au bout de son nez et l'état relâché des petits muscles au coin de ses yeux trahissaient l'indécision dans laquelle il se trouvait. Allait-il rire ou feindre la gravité? Il finit par avouer « À vrai dire, c'est à Tsuruga que je voudrais vous conduire. » En riant, il désigna le ciel qui s'étendait au loin, du bout de son fouet, sous la ligne duquel on pouvait voir le lac Omi refléter avec éclat les rayons du soleil déclinant. Goy s'affola. « Vous dites Tsuruga? Est-ce Tsuruga de la province de Shizen? De la province des Chizen ?» Goy n'ignorait pas que Toshihito, devenu gendre de Fujiwara Harihito, habitant de Tsuruga, séjourna souvent là-bas. Mais il ne lui était pas encore venu à l'idée que l'autre voulut l'y amener. D'abord, comment imaginer que l'on pût aller sans encombre, accompagné seulement de 2 serviteurs, à cette province d'Echizen que montagnes et rivières séparaient de la capitale? Enfin, n'avait-on pas entendu dire un peu partout ces jours-ci que des voyageurs avaient été assassinés par des brigands? L'air suppliant, Goy regarda le visage de Toshihito. « Grand Dieu! Lorsque j'entends Higashiyama, c'est Yamashina. Lorsque j'entends Yamashina, c'est le temple Mii. Et finalement, il s'agit de Tsuruga en Echizen. Quelle histoire! Si vous aviez voulu m'en informer dès le début, nous aurions pu amener plus de gens. Tsuruga, grand Dieu! » murmurait-il au bord des larmes.
Si l'idée de se rassasier de gruau-d'igname n'était venue l'encourager, il aurait immédiatement quitté Toshihito pour retourner seul à Kyoto. « Un Toshihito vaut 1000 hommes, ne vous inquiétez pas pour la route, » lui dit son compagnon. Toshihito, le sourcil haussé, se moqua ainsi de l'affolement de Goï. Puis, appelant son écuyer, il endossa le carquois en forme de peau que ce dernier portait pour lui et reçut de ses mains un arc laqué de noir qu'il posa en travers de la selle. Et il prit la tête du petit groupe. Dès lors, le timide Goï ne pouvait faire autrement que de s'incliner sans mot dire devant cette décision. Il regarda, non sans inquiétude, les vastes plaines désertes qui s'étendaient autour de lui, et, marmonnant sans conviction des passages du Sutra de Kannon, son fameux nez rouge tout contre le pommeau de sa selle, il continua, la mort dans l'âme, une chevauchée qui n'était point dans ses habitudes. La plaine où résonnaient les fers des chevaux était, à perte de vue, couverte de roseaux morts. Les étangs qui se trouvaient çà et là reflétaient l'azur du ciel en une telle frigidité que cet après-midi d'hiver semblait s'y glacer tout simplement. À l'horizon, une chaîne de montagnes aux neiges éternelles, que le soleil, déjà de l'autre côté de la crête, n'éclaboussait plus, s'étirait en mauves assombris. Mais la triste profusion des herbes coupantes empêchait souvent les deux serviteurs à pied de voir ce paysage. Tout à coup, Toshihito se tourna vers Goï et l'interpella. « Tenez, voilà un messager de bon augure peut-être. On va lui confier une mission pour Tsuruga. » Goï, qui ne parvenait pas à saisir le sens des paroles de Toshihito, regarda craintivement dans la direction que ce dernier indiquait avec son arc. Ce n'était évidemment pas un endroit où l'on pût s'attendre à voir même l'ombre d'un être humain. Cependant, au loin, dans les broussailles entrelacées de tiges d'églantier, passait, à pas lents, un renard au pelage doré, éclairé par les rayons obliques du soleil couchant. On ne l'eût pas plutôt aperçu que l'animal, s'élançant d'un bond, prit brusquement la fuite. Mais déjà, avec un claquement de son fouet, Toshihito avait lancé son cheval à sa poursuite. Goï, effaré, le suivit. Les écuyers, leur emboîtant le pas, ne se laissèrent pas distancer. Pendant quelques instants, le bruit des fers des chevaux sur les pierrailles rompit le silence de la plaine. Soudain, Toshihito arrêta sa monture. À peine eut-on le temps de le voir capturer le renard dont il avait saisi les pattes de derrière, que déjà l'animal pendait, la tête en bas, à côté de la selle. Après l'avoir traqué jusqu'à épuisement de ses forces, Toshihito l'avait sans doute coincé sous les pieds de son cheval. Essuyant hâtivement de sa main la sueur qui perlait au bout de sa moustache clairsemée, Goï le rejoignit à grand-peine. « Écoute bien, renard, » dit Toshihito d'une voix apparemment grave, élevant l'animal à hauteur de son visage. « Tu te présenteras avant la fin de la nuit à ma maison de Tsuruga et tu diras « Toshihito regagnera son domaine avec un hôte inattendu. Demain, vers l'heure de mi, il faut envoyer des serviteurs à leur rencontre avec 2 chevaux sellés. Surtout, ne te trompe pas. » Sur ce, Toshihito secoua le renard qu'il lança dans un fourré. Les 2 serviteurs, qui venaient de rejoindre Toshihito, le regard fixé sur l'animal qui s'enfuyait, s'esclaffèrent en battant des mains. « Il court! Il court !» Son dos couleur de feuilles mortes éclairé par le soleil couchant, le renard s'éloigna rapidement, tout droit, foulant les racines et les pierres. De l'endroit où ils étaient, Toshihito et sa suite dominaient parfaitement la fuite éperdue de l'animal. La poursuite du renard les avait menés, à leur insu, jusqu'à un endroit un peu surélevé d'où la plaine légèrement inclinée descendait rejoindre le lit asséché de la rivière. « Vraiment, c'est un messager extraordinaire, témoin de votre magnanimité » s'écria Goï. Laissant paraître naïvement son respect et son admiration, il regarda à nouveau le visage de ce guerrier indomptable, capable de commander à tous, voire à un renard. Il en oublia même de réfléchir à la grande distance qui pouvait le séparer de Toshihito. Il voyait un signe de plus grande sécurité dans l'élargissement du champ d'action de la volonté de Toshihito, volonté dont il dépendait, comme s'il eût ainsi plus de liberté. C'est, paraît-il,
en de semblables circonstances que la flatterie germe le plus spontanément dans un cœur. Le lecteur, je l'espère, ne doutera pas trop hâtivement de l'ingénue naïveté de Goy, pour la seule raison qu'il croit avoir décelé quelque semblant de flatterie dans l'attitude de notre héros. Le renard lancé par Toshihito dégringola le long du talus, sauta adroitement de pierre en pierre sur le lit desséché de la rivière, escalada à toute vitesse le versant opposé. Tout en grimpant, l'animal tourna la tête. Il vit l'officier qu'il avait capturé, arrêté avec sa suite sur l'autre bord. Les têtes des chevaux se tournaient vers lui, et les silhouettes des cavaliers lui paraissaient aussi minces que ses doigts. Dans l'air glacé de givre, les deux chevaux, l'un roux, l'autre rouan, se découpaient plus net que dans un tableau sur le fond empourpré du couchant. Le renard, redressant la tête, reprit sa course effrénée à travers les herbes coupantes et desséchées. Le lendemain, vers l'heure du serpent, comme prévu, les voyageurs arrivèrent aux environs de Takashina, petit village au bord du lac Biwa. Sous le ciel sombre qui faisait contraste avec le temps radieux de la veille, seules quelques rares maisons à toit de chaume s'éparpillaient çà et là. À travers les pins du rivage, on apercevait le lac glacé, dont la surface terne et finement ridée rappelait un miroir qu'on eût oublié d'essuyer. Arrivé à cet endroit, Toshihito se tourna vers Goy et lui dit « Regardez là-bas, des hommes viennent à notre rencontre. » Goy regarda. En effet, sur le bord du lac, une vingtaine d'hommes, peut-être même plus, les uns à cheval, les autres à pied, conduisant 2 chevaux sellés, se hâtaient vers nos voyageurs à travers les pins. Les manches de leurs cottes s'agitaient au vent glacial. Bientôt, parvenus à une certaine distance, les cavaliers descendirent précipitamment de cheval, tandis que le reste de la troupe s'agenouillait sur le bord du chemin pour attendre respectueusement l'arrivée de Toshihito. « Le renard m'a l'air d'avoir bien fait parvenir mon message, » dit Toshihito. « C'est un animal qui connaît l'art de se métamorphoser. Pour lui, un pareil service n'a rien d'extraordinaire, » répondit l'autre. Là-dessus, ils atteignirent l'endroit où les attendaient les arrivants. « Je suis touché de votre empressement, » leur dit Toshihito. Ceux qui étaient à genoux se relevèrent au plus vite pour prendre les rênes des chevaux des 2 voyageurs. L'animation gagna rapidement toute la troupe. À peine les 2 hommes se furent-ils assis sur une peau de bête, qu'un serviteur aux cheveux blancs, et vêtu d'une cotte rouge, se présenta devant Toshihito et lui parla en ces termes. « La nuit dernière, il s'est produit un événement étrange. »« Quel événement ?» demanda sans sourciller Toshihito, qui ne cessait pour autant de s'occuper de Goy, l'invitant à partager le bidon de bambou et la gamelle de bois que ses serviteurs avaient apportés. « Voici ce qui s'est passé, » continua l'autre. « Avant minuit, vers l'heure du chien, Notre-Dame est soudain tombée en transe. Elle nous a dit « Je suis le renard de Sakamoto. Approchez et écoutez bien les instructions que notre Seigneur m'a chargé aujourd'hui de vous communiquer. » Lorsque tout le monde se trouva réuni devant elle, Notre-Dame poursuivit. « Notre maître va venir ici avec un hôte inattendu. Pour les accueillir demain, à l'heure du serpent, envoyez des hommes avec 2 chevaux sellés aux environs de Takashina. »« C'est vraiment un événement extraordinaire, » dit Goy, qui regarda tour à tour le visage de Toshihito et celui de ses serviteurs, et adressa aux 2 parties un signe d'intelligence afin de satisfaire tout le monde. Elle n'a pas seulement dit cela, mais, en tremblant comme si elle était menacée, elle ajoutait « Ne tardez pas, sinon je serai punie par mon maître. » Et elle n'a pas cessé de pleurer. « Continue, que lui est-il arrivé ensuite ?» demanda Toshihito. « Ensuite, elle est tombée dans un sommeil profond. Elle n'était pas encore réveillée, je crois, lorsque nous sommes partis. »« Qu'en pensez-vous » dit fièrement Toshihito à Goy, après avoir écouté le rapport de son serviteur. « Même les animaux se mettent au service de Toshihito. »« Franchement, je suis stupéfait, » dit Goy, qui gratta son nez rouge. Il fit un signe de tête et prit à dessein un air béat d'admiration. Sa moustache retenait quelques gouttes de l'alcool qu'il venait de prendre.
Cette nuit-là, dans une chambre du pavillon de Toshihito, Goy, qui n'arrivait pas à s'endormir, regardait distraitement la flamme d'une petite lampe à huile. Alors, dans son esprit, repassèrent l'un après l'autre tous les sites qu'ils avaient vus dans la journée en bavardant avec Toshihito et sa suite. Collines couvertes de pins, ruisseaux, plaines désolées, herbes, feuilles, pierres, champs aux odeurs de fumée. Il se souvenait en particulier de ce soulagement qu'il avait éprouvé lorsque, dans le brouillard mauve du soir, il était enfin arrivé à cette maison et qu'il avait vu trembler les flamèches rouges d'un brasero de forme oblongue. Maintenant, confortablement étendu sur un lit, il songeait de nouveau à tout cela comme s'il s'agissait d'événements anciens. Les jambes, allongées sous la couverture jaune en forme de sac gonflé d'ouate de 5 ou 6 cents d'épaisseur, très détendu, Goy ramena distraitement ses regards sur lui-même. Sous la couverture que Toshihito lui avait prêtée, Goy était enveloppé de 2 robes jaunes claires doublées de coton. Cela seul eût suffi à le réchauffer jusqu'à le faire transpirer. Et il avait bu une coupe d'alcool pendant le dîner. Au dehors, de l'autre côté d'une cloison aménagée près de son chevet, s'étendait le jardin glacé de givre. Mais l'état d'engourdissement agréable où il se trouvait le lui faisait oublier. Il était à 100 lieues de tout ce qu'il avait été dans sa chambre d'officier à Kyoto. Ce qui n'empêchait pas une inquiétude insolite de s'introduire dans son cœur. Avant tout, il s'impatientait de la lenteur avec laquelle le temps s'écoulait. Et puis, il souhaitait secrètement que la fin de la nuit, c'est-à-dire l'heure attendue pour manger le gruau d'igname, ne vînt pas trop tôt. Sous ces 2 sentiments contradictoires se cachait aussi, glaciale comme le temps de cette nuit-là, une instabilité d'humeur due au brusque changement de sa situation et qui ne permettait pas à cette chaleur dont il avait enfin la chance d'être envahi de l'entraîner facilement dans le sommeil. Tout à coup, il entendit une voix dans le jardin. Le timbre lui en rappela ce serviteur à cheveux blancs venu au-devant de lui dans la journée. La voix paraissait annoncer quelque chose. Sèche, elle résonnait dans le jardin gelé, et chacun des mots qu'elle lançait semblait pénétrer Goy jusqu'aux os, ou tel un vent d'hiver. « Habitants de ces parages, écoutez bien, voici l'ordre de notre maître, que tous, jeunes et vieux, apportent à sa résidence demain matin, à l'heure du lièvre, une igname de 5 chacus de long et 3 cents de diamètre. N'oubliez pas, je répète, à l'heure du lièvre. » Cette annonce fut répétée 2 ou 3 fois, puis l'homme, sembla-t-il, se retira. Le silence de la nuit d'hiver se rétablit. Dans ce silence, l'huile de la petite lampe grésillait, et, semblable à un morceau de coton rouge, la flamme tremblotait. Goy, étouffant un bâillement, plongea à nouveau dans ses paresseuses pensées. Les ignames. Nul doute qu'on en fît apporter pour préparer le gruau. Sur cette réflexion revint, insidieuse, l'inquiétude dont il s'était laissé un moment distraire par les bruits du dehors. Mais cette fois, c'était le désir de ne pas être servi trop tôt en gruau d'igname qui l'emportait, jusqu'à devenir une obsession. La réalisation devenue si aisée de son rêve de toujours ne rendait-elle pas dérisoire la patience avec laquelle il l'avait obtenue? La marche idéale de l'événement ne pourrait-elle donc être ainsi? Un obstacle imprévu viendrait d'abord rendre vain son espoir de manger du gruau d'igname, puis, cet obstacle levé, il pourrait enfin se mettre à table tranquillement. Pendant que ses pensées tournoyaient comme des toupies dans sa tête, la fatigue du voyage entraîna insensiblement Goy dans un profond sommeil. Le lendemain matin, dès qu'il se fut éveillé, l'histoire des ignames de la veille revenant à son esprit, Goy se précipita à la cloison qu'il fit glisser et regarda au dehors. Peut-être avait-il trop bien dormi. L'heure du lièvre semblait déjà passée. Sur les nattes de forme oblongue qui tapissaient le vaste jardin, des choses semblables à des bois de grumes s'entassaient au nombre de 2 ou 3 000, jusqu'à toucher l'avant-toit oblique couvert d'écorce de sapin. C'étaient des ignames d'une extraordinaire grosseur, de 5 chacus de long et de 3 cents de diamètre. Goy se frottait ses paupières encore lourdes de sommeil. Il fut saisi d'affolement, presque de panique.
Étourdi, il regarda autour de lui. Dans le jardin, au-dessus de feux de camp qui paraissaient nouvellement dressés çà et là, s'alignaient 5 à 6 chaudrons autour desquels plusieurs dizaines de servantes, vêtues de canton blanc, s'affairaient, activant le feu, grattant les cendres, versant dans des marmites le jus de cannelle douce avec des seaux de bois neuf. Tout le monde se consacrait frénétiquement à la préparation du gruau d'igname. Les fumées sorties de dessous les chaudrons et les vapeurs se joignaient au brouillard matinal qui traînait encore par tout le jardin, et dans l'imprécise grisaille, les flammes ressortaient vivement. Aux yeux et aux oreilles de Goy, le spectacle et le vacarme étaient semblables à ceux d'un champ de bataille ou d'un incendie. Il pensa encore une fois que cet immense amoncellement d'igname allait se transformer en gruau dans ces énormes chaudrons, et qu'il avait, pour en manger, effectué exprès un voyage de Kyoto à Tsuruga en Echizen. Plus il y réfléchissait, et plus cela lui semblait décourageant. Et le sympathique appétit de notre Goy était déjà, à vrai dire, en grande partie dissipé. 1 heure plus tard, Goy prenait place devant son plateau de déjeuner avec Toshihito et Harihito, beau-père de ce dernier. Devant lui on servit une énorme soupière à anse d'argent qui pouvait contenir 4 litres et dans laquelle le terrible gruau d'igname avait été versé à flots. Goy avait, tout à l'heure, longuement contemplé une dizaine de jeunes gens. Adroit à manier des couteaux à lame mince, il découpait rapidement en tranches fines, d'un bout à l'autre, les ignames amoncelés jusqu'à l'avant-toit. Il avait également observé les servantes, qui, se démenant ici et là, jetaient le tout dans d'énormes chaudrons. Il avait vu enfin, quand toute cette montagne d'igname eut disparu de la surface des nattes, les colonnes de vapeur chargées des odeurs d'igname et saturées de cannelle douce s'élever largement dans le ciel du matin. On comprend facilement que Goy, témoin de ce spectacle, avait l'estomac satisfait avant même de toucher au gruau servi dans l'énorme soupière. Un peu confus, il essuya les sueurs de son front. « On m'a dit que vous n'avez jamais été rassasié de gruau d'igname. Mangez-en donc, je vous prie, à votre faim !» lui dit Harihito, qui donna au jeune serviteur l'ordre d'ajouter encore des soupières sur le plateau de Goy. Le gruau les emplissait à plein bord. Goy, les yeux fermés, son nez déjà rouge, rougissant encore, prit la moitié à peine d'une soupière dans un grand bol de terre cuite et le vida péniblement. « Comme mon beau-père vous l'a dit, ne vous gênez pas, » sourit méchamment Toshihito, qui lui offrit une nouvelle soupière. Goy fut dans un grand embarras. À vrai dire, il n'avait plus, et ce depuis le début, la moindre envie de manger du gruau. Il s'était cependant forcé pour consommer la moitié de la soupière. S'il en prenait encore, il vomirait avant même de l'avaler. D'autre part, s'il refusait, il offenserait l'amabilité de Toshihito et d'Harihito. Là-dessus, il but le tiers de ce qui restait dans la soupière. Ensuite, il lui fut absolument impossible de prendre une gorgée de plus. « Je vous suis bien obligé, Seigneur, je suis rassasié, je ne sais vraiment comment vous remercier, » parvint-il à dire à grand-peine. Sa gêne était telle que malgré la saison d'hiver, des gouttes perlaient sur sa moustache et au bout de son nez. « Mais, vous ne mangez plus ? Il me semble que notre invité est trop discret. Serviteur, qu'attendez-vous ? Servez, servez !» Obéissant à cet ordre, les serviteurs allaient présenter à Goy une nouvelle soupière de bouillie, mais lui, agitant ses mains comme pour chasser des mouches, se décida à refuser catégoriquement. « Non, je suis déjà rassasié, excusez-moi, je n'en puis plus. » Harihito aurait peut-être continué à insister pour que Goy prenne du gruau, si, juste à ce moment-là, Toshihito, montrant du bout du doigt le toit de la maison d'en face, n'avait dit « Regardez là-bas !» Sa voix, fort heureusement, détourna l'attention de tous vers le toit en question, qui, couvert d'écorce de sapin, s'éclairait aux rayons du soleil matinal. Au milieu de cette lumière, une bête au pelage chatoyant était assise sagement. On reconnut le renard sauvage de Sakamoto, que Toshihito, l'avant-veille, avait attrapé de ses mains dans la plaine aux herbes coupantes. Il paraît que le renard, lui aussi, s'est présenté ici pour partager le gruau d'igname,
« Serviteur, donnez-lui à manger !» dit Toshihito. Son ordre fut immédiatement exécuté. Le renard, sautant sur le sol, prit part à la ripaille. Tout en regardant le renard laper le gruau, Goy se ressouvenait avec nostalgie de ce qu'il avait été avant de venir ici. Lui, l'objet des railleries des officiers, ses compagnons, lui à qui les enfants de la capitale eux-mêmes avaient lancé ce colibé. « Hé, nez rouge !» Lui qui, tel un caniche égaré, misérable et solitaire, avait rôdé dans l'avenue Suzaku et vêtu d'une cotte fanée et d'une culotte, mais qui avait jalousement gardé pour lui seul cet heureux rêve de gruau d'igname. Libre de ne plus manger le gruau, Goy se sentit soulagé, et les gouttes de sueur sur son visage se séchèrent peu à peu, à partir du bout de son nez. Ce matin-là, à Tsuruga, le vent froid était pénétrant. Goy couvrit en hâte son nez de ses mains et éternua fortement vers la soupière d'argent.